8h33 sur BFM TV et RMC. Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour. Vous êtes député dans la première circonscription du Nord. Vous êtes coordinateur de la France Insoumise. Première question, Adrien Quatennens, est-ce que tout le monde déteste la police ? Non, bien sûr que non. Pour autant, il faut pouvoir dire les choses. C'est que nous avons un problème avec la police telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire que je crois que personne ne déteste la police. Par contre, il y a des gens qui ont des raisons de détester cette police. Celle où on voit que, il y a des débordements, qu'il y a du racisme, qui ne concerne pas bien sûr tous les policiers. Certaines violences aussi, on l'a vu, y compris récemment lors du mouvement des Gilets jaunes. Donc il faut remettre de l'ordre là-dedans. Et d'ailleurs, ce qui est en cause, avec le slogan, en fait, si je vous pose la question, c'est parce que vous étiez hier avec Jean-Luc Mélenchon dans les cortèges des mobilisations. C'était une mobilisation sur le pouvoir d'achat et sur la hausse des salaires. Et l'un des slogans, c'était tout le monde déteste la police. Oui, il y avait des jeunes qui en effet disaient ça. Et vous avez vu d'ailleurs qu'on ne reprend pas à notre compte ce slogan. Pas tout à fait, mais enfin quand même, quand Jean-Luc Mélenchon était interrogé là-dessus, il répond oui, il y a beaucoup de monde qui déteste la police. Et d'ailleurs, il est temps de s'en rendre compte. Bien sûr, et c'est un problème. Et c'est un problème. Nous croyons, nous, à la police républicaine. Et d'ailleurs, j'allais vous dire, ce ne sont pas les policiers eux-mêmes qui sont en cause. Ce sont d'abord les donneurs d'ordre, la hiérarchie et la doctrine qui est employée. Alors plutôt que de s'arrêter sur des slogans que par ailleurs, je précise, les insoumis ne reprennent pas à leur compte, regardez plutôt, et j'invite celles et ceux qui nous regardent à aller observer de plus près le programme que nous avons sur la police. Nous voulons recruter davantage de fonctionnaires de police parce qu'il manque de moyens humains dans la police. Je rappelle à Pauline de Malherbe que depuis le début de l'année qui vient de commencer, c'est une dizaine de policiers qui se sont suicidés, donc il y a une souffrance aussi dans ce métier. Très précisément, mon invité sur RMC, Linda Kebab, nous disait qu'un dixième, malheureusement, c'était de la mort hier. Et nous voulons réinstaurer, réorganiser une police de proximité qui a été avortée. C'est nécessaire pour pacifier les relations entre la police et la population. Et revoir aussi les doctrines de maintien de l'ordre, parce qu'Apolline de Malherbe, je suis sûr que comme moi, vous ne supportez pas de voir la France montrée du doigt à l'international par les plus grandes organisations non gouvernementales sur la gestion du maintien de l'ordre. Vous savez, il y a des endroits, je pense par exemple à nos voisins allemands qui sont souvent pris en exemple, où les doctrines de maintien de l'ordre ne sont pas les mêmes, où on emploie plutôt la désescalade dans les manifestations, où on n'est pas nécessairement armé. Les manifestations ne sont pas tout à fait les mêmes pour l'instant. On n'est pas nécessairement armé comme le sont les policiers. D'ailleurs, dans les manifestations, regardez, quand il n'y a pas ces déploiements... C'est toujours la faute des policiers et pas des manifestants. Écoutez ce que je vous dis, c'est d'abord la faute, y compris des donneurs d'ordre. Par exemple, quand monsieur le préfet, l'allemand, déploie des forces considérables pour des manifestations, c'est pas la même chose que quand les choses sont plutôt calmes, quand il y a moins de monde et de policiers. D'ailleurs, ça se passe en général. Mais j'insiste quand même sur les mots que vous avez utilisés. Quand je vous ai interrogé sur est-ce que tout le monde déteste la police, vous m'avez quand même assez vite répondu cette police-là, où il y a des débordements, du racisme, de la violence, nous, on est pour une police républicaine. Est-ce que ça veut dire que, Adrien Quatennens, vous considérez qu'aujourd'hui, la police dans ce pays n'est pas une police républicaine ? Pas la police, mais il y a des éléments dans la police qui, en effet, ne correspondent pas à l'idée qu'on peut se faire, qu'on est en droit de se faire de la police républicaine. Il faut rappeler une chose, la police, elle est au service de la population. Et elle obéit à des ordres et à des donneurs d'ordre. Donc c'est un changement de doctrine auquel il faut procéder. Par exemple, en effet, sur le maintien de l'ordre, en recrutant également plus de policiers de la police judiciaire. Pardon. Par exemple, là, vous voyez, pour l'Île-de-France, il y a 1500 recrutements qui ne trouvent pas de candidats. Par exemple, c'est améliorer les conditions de travail, faire en sorte qu'on rémunère mieux, faire en sorte qu'on forme mieux. Vous savez que les formations des policiers ont aussi été revues à la baisse et que maintenant c'est beaucoup plus expéditif. Bref, regardez en détail ce programme. C'est un programme qui permettrait de réhabiliter justement la police républicaine. Et ensuite, pour qu'il y ait une forme d'exemplarité qui est nécessaire, on a aussi un problème avec le contrôle des policiers. Quand vous avez une instance, l'IGPN, où des policiers décident entre policiers du sort de policiers, on a en quelque sorte un problème. Et d'ailleurs, toutes celles et ceux qui y ont recours voient bien qu'ensuite, et qu'il n'y a pas de suite. Donc, on a cette nécessité de dire... Si la police républicaine est absolument nécessaire, il faut changer de doctrine, recruter, mieux former, faire en sorte que quand des femmes se retrouvent dans des commissariats, elles soient correctement accueillies. Pour ça, il faut des moyens. C'est finalement, à travers le sujet de la police, c'est le sujet de nos services publics dans leur globalité. On va y revenir longuement et je voudrais qu'on puisse parler du pouvoir d'achat, de la question des salaires. C'est aussi pour ça que vous manifestiez hier. Mais quand même, Adrien Quatennens, quand on interroge Jean-Luc Mélenchon sur ce slogan, sur est-ce que tout le monde déteste la police, est-ce qu'il n'aurait pas fallu tout simplement qui disent non, c'est pas le cas. Mais écoutez, Apolline de Malherbe, si des gens le disent, qu'ils détestent la police, 72% des Français disent avoir une bonne opinion de la police. Mais très bien, et tant mieux. Est-ce que vous n'êtes pas un peu décalé ? Mais le rôle
de celles et ceux qui prétendent avoir des responsabilités, c'est aussi de traiter les problèmes. Prenons les choses à l'inverse, Apolline de Malherbe. Vous niez qu'il y ait des problèmes dans la police ? Non. D'ailleurs, comme dans tout collectif humain, il y a des éléments qui posent problème. Tristement, l'être humain, effectivement, n'est pas parfait. Mais justement, là où nous avons un vrai problème, c'est que quand les relations entre la police et la population sont à ce point dégradées dans certains quartiers, c'est qu'il y a en effet des choses à faire dans la doctrine, dans la manière dont on s'y prend. Et encore une fois, je crois que les propositions de la France Insoumise en matière de sécurité, c'est mon collègue député du Nord, Hugo Bernalicis, qui s'occupe notamment de ça. Il a dit qu'il voulait la police la plus désarmée possible. Voilà. Et c'est important, votre précision, parce que parfois j'ai entendu Mélenchon veut désarmer la police. Non, la plus désarmée possible. Ça veut dire que selon les situations, en effet, eh bien, on adapte le niveau d'équipement. On n'a pas besoin de tout ce qu'on a vu être employé, qui ont procédé d'ailleurs à, je crois, plus d'une trentaine d'éborgnés pendant les manifestations des Gilets jaunes. On n'a pas besoin d'être à ce point armé en manifestation. Et d'autres techniques, y compris ailleurs. Regardons ce que font nos voisins. Regardez par exemple dans certains États des États-Unis où la criminalité était à son maximum. On a employé des techniques de désescalade qui ont des résultats extrêmement probants. Et vous ensuite, prenez exemple aux États-Unis maintenant ? Eh ben ça nous arrive. Ça nous arrive comme quoi, vous voyez, on n'est pas à la caricature que vous faites parfois de nous. Moi, je ne fais aucune caricature. Et ensuite, au-delà de ça, parce que bon, le programme, c'est en effet plus de recrutement, une police de proximité, un changement de doctrine dans le maintien de l'ordre, recruter de la police judiciaire pour les enquêtes, parce qu'il en manque, vous le savez, et d'ailleurs les syndicats de police le disent. Bon, il y a quand même un problème qui est la hausse de l'insécurité. Et ensuite, on a une difficulté aussi, c'est la politique du chiffre qui est inefficace. Par exemple, en matière de trafic de drogue. Savez-vous, Apolline de Malherbe, que plus de 80% du temps de déploiement de policiers sur le terrain est affecté au contrôle sur le trafic de drogue, spécialement d'ailleurs le cannabis, sans résultat sur le démantèlement du trafic. Vous feriez quoi alors ? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes le pays qui a la politique la plus répressive et qui a sans doute le moins de résultats. Donc quand nous parlons avec Jean-Luc Mélenchon de légaliser le cannabis, c'est pas parce qu'on veut faire l'apologie de la fumette, c'est parce qu'aujourd'hui on sait qu'en quelque sorte on met des œillères sur un trafic qu'on ne parvient pas à démanteler. Donc vous renoncez quoi ? Au contraire. Donc finalement vous renoncez. Vous dites voilà, comme c'est difficile, c'est là que vous vous trompez. Quoi. Justement, ceux qui renoncent, c'est ceux qui sont en train de mener cette politique. C'est M. Darmanin qui se satisfait de voir des chiffres gonflés de contrôle. Mais quand on démantèle un trafic, il se repositionne ailleurs. Et d'abord, pourquoi ? Le trafic de drogue, il pourrit la vie d'abord des femmes et des hommes qui vivent dans ces quartiers populaires, qui ont peur pour leur môme. Donc légaliser le cannabis, c'est d'abord pour tarir le trafic, et 2, pour mener de véritables politiques de santé publique. Mais vous disiez que Gérald Darmanin il devait se satisfaire de ces chiffres. Pour autant, il y a des chiffres dont il ne doit pas du tout se satisfaire ce matin. C'est les chiffres de l'insécurité. Ils sont en hausse. Hausse des homicides, hausse des coups et blessures, hausse des violences sexuelles. Les violences sexuelles qui ont augmenté de 33% en 2021. Harcèlement, agression sexuelle, viol, tout cela c'est en hausse. Alors Gérald Darmanin, il dit que c'est notamment dû au fait qu'il y a davantage de plaintes qui sont prises. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Non, mais il y a une chose qui est surtout évidente en matière de violences sexistes et sexuelles, c'est que ça devait être la grande cause du quinquennat, et ça peut pas être la grande cause du quinquennat si on n'y met pas les moyens en face. Vous savez qu'avec les associations, nous réclamons depuis longtemps qu'on consacre 1 milliard d'euros à cette question, que ce soit dans la formation des femmes et des hommes qui accueillent les plaintes, que ce soit sur la prévention, il y a besoin de ce milliard d'euros. Les pays qui l'ont fait, regardez par exemple l'Espagne, qui ont mobilisé des moyens, obtiennent des résultats. On ne peut pas dire que c'est la grande cause du quinquennat simplement en faisant des effets de manche sur les plateaux de télévision. Il faut y mettre des moyens. Et on a besoin de ce milliard. Donc pour vous, ce serait réclamé par les associations. Oui, tout à fait. Est-ce que vous considérez que la sécurité est une priorité dans cette campagne ? De fait, on voit bien que dans le débat public, ça l'est, mais moi je vais vous dire une chose, Apolline de Malherbe, c'est qu'il n'y a pas d'ordre public possible sans justice sociale. Vous avez dit qu'après on allait parler des conditions sociales, de l'emploi, des salaires. Ça n'excuse rien. Parce que parfois, pour vous, les deux sont liés. Parfois, j'entends parler, vous savez, de la culture de l'excuse. Dès qu'on essaye d'expliquer les causes profondes de certains maux de la société, on dit vous cherchez à excuser. Pardon, mais chercher à comprendre, ça n'est pas chercher à excuser. Et en effet, plus il y a de la misère, plus la pauvreté s'étend, plus les tensions dans le pays se font jour, plus on voit en effet qu'il y a des problèmes de sécurité. D'ailleurs, souvent, vous pouvez superposer la carte des endroits où il y a le plus de problèmes d'insécurité et là où le chômage est le plus élevé, où la misère sociale se développe. Donc c'est un vrai sujet. Alors, pour nous, la question prioritaire, c'est en effet la question sociale. Parlons-en de la question sociale, de la question du pouvoir d'achat. D'abord, quand même, deux bonnes nouvelles sur le front de l'emploi. Chômage en baisse, croissance en hausse. Les chiffres de la croissance ont été publiés ce matin, plus 7% pour 2021. C'est la plus belle croissance depuis 52 ans. 52 ans que c'était pas vu. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que vous considérez qu'une bonne croissance, c'est une bonne nouvelle ? Alors, bon,
D'abord, la croissance, nécessairement, et tout le monde le comprend, quand vous fermez le robinet, comme on a pu le faire avec la période d'épidémie, nécessairement, quand vous rouvrez, il y a un taux de croissance qui est important. Ça fait quand même 52 ans que ça n'avait pas été le cas. Là. Est-ce que vous voulez bien admettre que quand on a eu les niveaux qu'on a eu de baisse, forcément, quand ça réouvre, clairement, l'année dernière, il y a eu une chute de 8%. Ensuite, Apolline de Malherbe, la croissance pour la croissance mérite d'être interrogée. Vous savez que vous, demain, si vous allez creuser un trou quelque part, que vous le rebouchez, ça n'a absolument aucune utilité sociale, mais par contre, ça crée de la croissance. Un accident Je vois pas très bien comment ça crée de la croissance, pardon. Ça crée du PIB, en fait, tout simplement. Un accident... Si moi, je prends une... Mais bien sûr, toute activité, même complètement inutile, peut créer de la croissance. Celle-là est vraiment très, très inutile. Par exemple, vous savez qu'on apprend ça en cours d'économie de première année. Un accident sur le périph', ça crée de la croissance. Bon, est-ce qu'on en a besoin pour autant? Est-ce qu'on le souhaite? Donc la croissance pour la croissance, c'est pas le sujet. Vous me parlez en revanche d'emploi. Et ça m'intéresse beaucoup parce que vous savez, l'emploi est un droit dans notre Constitution. Et le gouvernement ne cesse de dire c'est magnifique, le chômage est au plus bas. Alors regardons de plus près. En nombre d'inscrits à Pôle emploi, c'est toujours un chômage de masse considérable. C'est 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Le gouvernement peut dire que le chômage baisse en vertu d'un développement de la précarité de l'emploi. Et c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Ces effets statistiques... C'est des mauvais jobs, c'est des petits jobs, c'est des mini-jobs. Près de 90% des contrats qui sont signés, près de 90% des contrats qui sont signés sont des contrats courts, des contrats parfois mais on peut pas de moins quand même d'un mois. Se réjouir qu'il y ait des contrats signés. Mais écoutez, réjouissez-vous si vous voulez. J'ai un petit peu du mal à comprendre cette idée. Réjouissez-vous. Moi, finalement, au fond, vous laissez presque entendre qu'il vaut mieux pas avoir de boulot qu'un petit boulot. Qui dit ça? Simplement, moi, je vais vous proposer après des solutions pour faire en sorte qu'il y ait de l'emploi pérenne. C'est pas la même chose. Parce que derrière les chiffres statistiques, il y a une réalité sociale. C'est que vous avez un contrat de quelques jours, par exemple. Puis vous retournez au chômage. Et ensuite, les statistiques sortent et vous avez en fait disparu des statistiques. Donc, Madame Borne vient en face d'Apolline de Malherbe dire c'est magnifique, le chômage. La semaine prochaine. Voilà, et elle dira le chômage baisse, mais en vertu d'une précarité de l'emploi qui n'est pas acceptable. D'ailleurs, sur la précarité de l'emploi, une proposition. Si on veut refaire du CDI la règle, du contrat à durée indéterminée, et refaire que le CDD soit de l'ordre de l'exceptionnel comme le prévoit le Code du travail, nous proposons avec Jean-Luc Mélenchon d'instaurer des quotas de recours aux contrats courts modulable selon la taille de l'entreprise. Par exemple, 10% maximum de contrats courts dans les PME, 5% dans les grandes entreprises, pour faire du CDI de nouveau la règle et éviter qu'on ait ces situations insupportables où vous avez des fois des contrats d'un jour, où vous arrivez le matin au travail sans savoir si vous aurez votre poste le lendemain. Ça n'est pas la société que nous voulons, y compris pour simplement afficher des chiffres du chômage en trompe-l'œil. Maintenant, sur la situation de l'emploi en France, je l'ai dit, on manque d'emplois pérennes. Alors pour en créer véritablement, je vois essentiellement 3 leviers. Allez-y. Le premier, c'est la diminution du temps de travail. Parce que la productivité a beaucoup augmenté. On a déjà tenté, quoi. On nous a fait le coup, ça n'a pas tellement bien fonctionné. Apolline de Malherbe, pardon, mais dites-moi, en France, la dernière fois qu'on a créé autant d'emplois nets, c'était quand? Vous le savez, vous? J'imagine que c'était quand même au moment des 35 heures. Ah bah, merci de le reconnaître, en effet. C'est-à-dire que si la productivité a augmenté... Mais c'est un fusil à un coup, après ça s'installe. Non, mais c'est important. C'est la mère des batailles que la diminution du temps de travail dans la durée. Plus personne aujourd'hui ne défend vraiment l'idée que les 35 heures se soient bien passées. Bah si. Mais vous, ça se passerait bien. Vous voulez passer aux 32. D'ailleurs, moi, je vous le dis, mais il y a plein d'entreprises qui le font, il y a des États qui le font. Nous, ce que l'on souhaite, c'est appliquer véritablement les 35 heures, parce qu'aujourd'hui, la durée moyenne en France, c'est plus proche de 39 heures que des 35 heures. Après, la question, vous le dites, il y a certaines entreprises... Et aller vers les 32 heures. Certaines entreprises, oui, de manière systématique, vous l'avez vu, ça a entraîné quand même une certaine désorganisation. Mais Apolline de Malherbe, disons une chose, diminuer le temps de travail ou augmenter les salaires, on va en parler après parce que vous allez parler pouvoir d'achat, c'est deux manières de faire une seule et même chose, partager la richesse produite. Voyez ? Donc il faut aller vers l'application réelle des 35 heures, aller vers les 32 heures. Nous proposons aussi, vous allez dire que je fais une liste au Père Noël, mais non, d'ailleurs c'est plus la saison, une 6e semaine de congés payés. J'aime bien parce que c'est vous-même qui, en le disant, vous vous dites, peut-être j'ai l'air un tout petit peu trop généreux. Non, parce que je vous connais, mais Apolline de Malherbe, regardez, quand les ouvriers, les salariés de ce pays on fait la conquête des congés payés. Vous en souvenez, au début, c'était 2 semaines seulement. Vous vous rappelez? Et puis ensuite, j'y étais pas, mais je me souviens de mes cours d'histoire. Vous avez lu les livres d'histoire, voilà. Et puis, à mesure que la productivité a augmenté, on a revendiqué davantage. On en est à 5 semaines. Mais depuis combien de temps on n'a pas eu une semaine de congés supplémentaires? Et pourtant, depuis, attendez, c'est important, suivez mon raisonnement. Et depuis, la productivité a beaucoup augmenté. Donc, si la productivité a beaucoup augmenté depuis, mais que vous n'avez pas obtenu ni d'augmentation de salaire, ni de diminution du temps de travail, la question qui se pose, c'est où va le surplus de productivité que nous avons gagné? On passe aux 32 heures. Je vous le dis, on a une semaine de plus. Dans les années 80, un Français travaillait en moyenne 9 jours par an. Et vous allez me dire qu'en plus, il faut payer plus. Apolline de Malherbe, écoutez-moi. Écoutez bien ça. Dans les années 80, un Français travaillait en moyenne 9 jours par an pour rémunérer les actionnaires.
Savez-vous combien de jours par an c'est aujourd'hui ? C'est plus d'une 50aine. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que dire qu'il faut diminuer le temps de travail, dire qu'il faut partager la richesse produite par le travail, ça n'est pas un gros mot. C'est une nécessité absolue aujourd'hui. Donc nous proposons en effet la diminution du temps de travail. Vous savez que l'arête centrale du programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est la bifurcation écologique de notre économie. Ça va créer beaucoup d'activités et d'emplois. Un programme comme le nôtre, vous vous dites pas le travail va manquer. Vous dites plutôt où vont être les femmes et les hommes qu'il va falloir former. Pourquoi nous comptons d'ailleurs beaucoup sur les études des jeunes ? Parce qu'il va y avoir beaucoup de métiers pour faire l'économie de la mer, la transition énergétique, tout ce que nous avons à faire. Et enfin, dernière mesure sur l'emploi qui me paraît moi très importante dans le programme Jean-Luc Mélenchon, c'est la garantie d'emploi. En dernier ressort, nous voulons que tout chômeur volontaire puisse se voir proposer, s'il n'y parvient pas dans le marché, un emploi qui corresponde à ses qualifications sur le bassin d'emploi dans lequel il se trouve et à des tâches, entendez-moi, que le marché n'accomplit pas. Ça suffit, le monopole du marché pour décider de ce que nous avons à faire. Je crois qu'il y a des tâches dans les métiers du lien, les métiers du soin, ceux-là même qu'a mis en avant mon camarade François Ruffin dans son film excellent Debout les femmes. Dans les métiers liés à la transition écologique, il y a des métiers que le marché n'emploie pas. Et donc, nous avons besoin de réaliser ces tâches. Vous savez, c'est la vieille logique keynésienne, c'est pas très révolutionnaire, c'est de dire, il y a d'un côté des femmes et des hommes disponibles pour accomplir des tâches et qui souhaitent travailler, de l'autre côté des tâches nécessaires que le marché n'accomplit pas, faisons se rassembler les deux. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est en mesure de ramener le plein emploi dans notre pays, et c'est autre chose que la chasse aux chômeurs que fait Emmanuel Macron avec la réforme de l'assurance chômage qui va accroître la précarité, ou les effets statistiques avec des contrats courts qui permettent la semaine prochaine à Madame Borne de venir vous dire que le chômage baisse alors que la réalité sociale n'est pas modifiée. Je lui dirais, la baguette à 29 centimes, c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle ? Écoutez, je crois que plus globalement que la baguette à 29 centimes proposée par une grande enseigne de grande distribution, on voit bien la situation que nous avons sous les yeux. Et là aussi, elle est trop souvent niée. On a toutes sortes de lois. Je vais vous répondre. Vous avez bien compris le sens de ma question. Il y a une difficulté, c'est que d'un côté, on veut en effet pouvoir aider les plus modestes. Et de ce point de vue-là, personne ne peut dire, oui, une baguette à 29 centimes, si ça permet de nourrir une famille pour moins d'argent, évidemment, tant mieux. Et de l'autre, vous avez ceux qui crient au scandale en disant ça va tuer toute notre filière. C'est la dictature. C'est vraiment comment est-ce qu'on réconcilie ces deux France ? C'est la dictature du moins cher qui pose un vrai problème, Apolline de Malherbe. Parce que comme consommateur, vous recherchez du moins cher parce que vos revenus sont faibles. Mais du coup, si vous êtes aussi producteur, travailleur par ailleurs, ce sont des injonctions qu'on vous fait pour produire moins cher, donc dans des conditions sociales moins favorables, dans des conditions écologiques moins favorables. Donc face à la situation qu'on a sous les yeux, d'abord, moi je veux le dire parce que c'est trop souvent balayé, la France est en situation d'urgence sociale. Alors on parle de l'urgence sanitaire, on a des lois d'état d'urgence de toutes sortes, mais il y a un état d'urgence sociale dans notre pays. La France qu'on a sous les yeux, celle d'Emmanuel Macron, Apolline de Malherbe, c'est une France dans laquelle on est passé de 8 à 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, où 12 millions de personnes subissent la précarité énergétique, et où dans le même temps, vous le savez, dans la période de pandémie, les 19 mois de pandémie, les milliardaires de ce pays ont accru leur patrimoine plus qu'en 10 ans. C'est ce que nous dit l'ONG Oxfam. Pendant les 19 mois de pandémie, c'est 236 milliards qui ont été accumulés par les milliardaires de ce pays. 236 milliards, Apolline de Malherbe, ça permettrait de donner un chèque de 3 500 € à chaque Français ou de quadrupler le budget de l'hôpital public qui nous a manqué. Donc quand on parle de partage des richesses, ça n'est pas un gros mot. Vous avez en France 5 personnes, 5 milliardaires, qui possèdent autant que 40% de la population la plus pauvre. Donc organiser le partage des richesses, ça passe par l'augmentation des salaires, pour revaloriser véritablement le travail. C'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon propose le SMIC à 1 400 € net. Songez d'ailleurs au fait qu'avec un meilleur salaire, en ce moment, ceux qui augmentent le SMIC, c'est les Allemands. C'est quand même assez ironique. Mais vous savez, parfois, nous, on n'a pas de dogme. S'ils font des choses intéressantes, on peut les regarder. Les États-Unis, l'Allemagne, vous regardez en tout cas, de tous les côtés. Augmenter les salaires, c'est une nécessité. Faire en sorte qu'en France, personne ne vive sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire aller à la revalorisation des minima sociaux jusqu'à ce niveau. Est-ce qu'ils doivent bien manger, Adrien Quatennens, un bon vin, une bonne viande, un bon fromage? Pour moi, c'est ça la France, ça c'est ce que dit Fabien Roussel. Et pour vous? D'abord, ce qu'il y a de sûr, c'est que tous les jours, les Français ont des injonctions à manger telle ou telle chose. Si, je vais y répondre, mais je suis plus intéressé par le pouvoir d'achat que mais c'est la même question, non? Pas exactement. Là, vous me posez la question de la bonne viande, le bon fromage. Je suis en train de vous parler de comment on soulage des gens qui souffrent, qui ont peur d'ouvrir leur boîte aux lettres. Ce que Fabien Roussel dit, c'est justement tout le monde doit pouvoir accès, on va en parler. Mais alors,
voulais terminer de faire les propositions. 8h52, augmentation des salaires, augmentation des minima sociaux, et nous avons proposé le blocage des prix des produits de première nécessité. Quand on dit aux Français manger 5 fruits et légumes par jour et qu'on ne se pose pas la question de savoir comment ils peuvent y avoir accès, ça pose un vrai problème. Nous voulons aussi instaurer la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Vous voyez, c'est un exemple. C'est-à-dire l'eau qui est indispensable à la vie, pour boire, pour se laver. Elle doit être gratuite pour tous, et par une tarification progressive, on peut la financer. Vous voyez, je vous renverrai toujours à la question du programme, Apolline de Malherbe, parce que le programme d'ailleurs, il est sonnant et trébuchant. Vous avez choisi de passer plus de 10 minutes à parler de la police, c'est tout à fait passionnant, mais je pense qu'on avait encore d'autres sujets à évoquer ce matin. Vous-même dit qu'en réalité, c'était une priorité pour la France. C'en est une, mais je pense qu'on parle beaucoup de tout ça, alors que la question prioritaire, c'est la question sociale et ce que nous allons faire. Vous reviendrez parler du vin, de la viande et du fromage. Adrien Quatennens, député de la première circonscription du Nord, coordinateur de la France Insoumise. Il est 8h53.